Super. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire déployer une IA éthique et sécurisée dans votre entreprise. Donc, ce webinaire, il va être animé par Amélie Cordier et David Remaud, deux experts sur le sujet qui vont nous offrir un regard croisé parce que l'intelligence artificielle offre de belles opportunités pour vos entreprises, mais elle soulève aussi de nombreuses questions, que ce soit en termes de sécurité, d'éthique, d'impact environnemental. Autant de sujets qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. On est ensemble pendant 1 heure. Voilà, on verra après avec Amélie et David. Vous aurez un temps de questions et réponses aussi au cours du webinaire. Donc, je suis sûre que ça va en tout cas soulever beaucoup de questions sur les thématiques que l'on va voir ensemble. Donc, ce webinaire, il est porté par les CCI de la région Pays de la Loire. Donc, avec mes collègues conseillers, conseillères numériques des départements, on est heureux en tout cas de pouvoir vous proposer ce type d'intervention, d'atelier collectif. Donc, voilà, ce webinaire, il s'inscrit dans 2 dispositifs. Je veux bien qu'on puisse les afficher à l'écran. Donc, déjà, le premier dispositif, c'est DIVA. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un consortium, donc un collectif dans lequel la CCI Pays de la Loire est inscrite. Et donc, elle a pour but, en fait, d'accompagner les professionnels, les entreprises du territoire dans leur transformation numérique et notamment sur toute la partie intelligence artificielle, gestion des données. Vous avez plusieurs services au sein de ce dispositif. Donc, vous avez notamment un diagnostic de maturité numérique, mais vous avez également de la formation pour former vos équipes en interne, de l'aide au déploiement de solutions. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui se veut complet. On vous a remis sur la slide d'après notre contact, en fait, au niveau CCIP de la Loire, qui est Marie-Amélie Nicolas. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur le programme DIVA et comment il peut vous accompagner, en fait, vous pouvez la contacter directement. Ce webinaire s'inscrit également dans un autre dispositif. Il s'inscrit dans le dispositif programme numérique responsable, donc là qui est porté par la région et l'Europe et qui vous permet justement d'être accompagné sur la partie numérique responsable et d'aller raisonner vos pratiques. Donc là aussi, on propose plusieurs niveaux d'accompagnement. Donc que ce soit avec le flash diag, peut-être cet autodiagnostic, vous l'avez peut-être déjà fait, alors soit en amont du webinaire, soit pendant le temps d'attente. On a remis le QR code. Donc, si vous souhaitez justement faire ce petit diagnostic, on vous encourage en tout cas vivement à le faire. Ça permet déjà d'aller voir quelques petites pistes et quelques précaux. On a également des ateliers de sensibilisation dont le webinaire fait partie aujourd'hui, donc des ateliers collectifs, des webinaires, conférences. Et puis, on a également le DigiPilote. Donc là, c'est un audit plus approfondi. Donc là, vous repartez vraiment avec un plan d'action concret et avec des préconisations pour votre Je vais aller entreprise. ailleurs. Donc là, c'est justement, c'est sous réserve d'éligibilité de votre entreprise. Là aussi, si vous souhaitez en savoir plus, on est à votre disposition. Et puis, rapprochez-vous de votre conseiller numérique, de votre CCI. Voilà. En tout cas, au-delà de ce webinaire, vous avez des leviers d'action pour avancer sur ce sujet, sur ces différents sujets. Et puis, moi, sur ce, je vais laisser la parole à David Remaud et à Amélie Cordier pour ce webinaire. Merci, bonjour Stéphanie, merci pour l'introduction. David, je te laisse commencer. Oui, bonjour à toutes et à toutes. Donc, nous allons commencer par répondre à la première question. Qu'est-ce que le numérique responsable? Et pour cela, je vais d'abord commencer par rappeler les impacts positifs du numérique. Aujourd'hui, le numérique, on le retrouve dans toutes nos vies, à la fois professionnelles et personnelles. Et au travers de différents usages, en particulier l'usage d'applications sur nos smartphones, nous avons la capacité de faire en sorte que notre bien-être, notre santé s'améliore par le fait de pouvoir prendre des rendez-vous à n'importe quel moment de la journée, le fait de pouvoir aussi être en contact avec des personnes non connectées au numérique via des outils comme Familio, ou être en relation avec des personnes éloignées géographiquement.
Et donc aussi, le numérique a des usages pour les personnes qui sont en situation de handicap. Certains outils permettent de compenser certains handicaps et d'offrir des aides à la transcription de langage oral en langage écrit, ou également pour les personnes qui veulent suivre des personnes qui signent des applications qui les aident à apprendre cette langue particulière. Et donc, voilà, c'est sur le volet humain, il y a beaucoup d'usages du numérique. Ainsi également que sur le volet environnemental, il y a des applications qui nous aident à faire en sorte que l'on réduise le gaspillage alimentaire, par exemple avec Too Good To Go, ou d'autres applications qui nous aident à faire en sorte de contribuer à l'économie circulaire avec des applications de troc ou de dons d'objets ou de biens. Et donc, tous ces apports-là, au niveau du numérique, ont des bénéfices sur le volet humain, sur le volet environnemental, et également des fois des applications ont des bénéfices sur plusieurs volets, y compris le volet financier. Hein. Donc, lorsque l'on fait de la sobriété ou de l'anti-gaspi, eh bien, on a aussi accès à des biens et des éléments qui sont à moindre coût. Donc, c'est vraiment voilà, l'élément de rappel introduction. Voilà, le numérique aujourd'hui, si on l'a de plus en plus au quotidien, c'est parce qu'il y a une valeur ajoutée qu'il faut bien avoir en tête. Et après, par contre, il faut aussi voir le sujet de manière globale. C'est ce que fait le numérique responsable, c'est de se dire, effectivement, le numérique, ce n'est pas quelque chose d'immatériel. On parle souvent de virtuel, de cloud, mais le numérique, c'est pas dématérialisé, c'est un transfert de matérialité entre éventuellement un support papier vers un support électronique. Donc, de ce fait, le numérique est très matériel et a également du coup des impacts, comme toute activité humaine qui génère des biens matériels. Et donc, ces impacts-là, on les retrouve sur différents critères, des critères qui sont autour des ressources, hein, toutes les ressources qu'il faut extraire de la croûte terrestre pour fabriquer ces équipements numériques. Et en extrayant ces ressources-là, il faut les raffiner, il faut utiliser des produits toxiques qui peuvent polluer le sol, l'eau et l'air. Et tout au long de la chaîne de production des équipements numériques, eh bien, on va consommer des énergies fossiles à différents stades, et donc ça va émettre des gaz à effet de serre. Et in fine aussi, le numérique a besoin d'électricité pour fonctionner. Donc voilà, tous ces aspects-là font que au niveau du numérique, il y a des impacts environnementaux associés. Et également, du côté impact social et humain, il y a aussi des sujets par rapport à l'accès au numérique, à la fois par rapport à l'acquisition de biens, à l'accès à Internet, et aussi avoir les capacités de connaissances pour utiliser le numérique. Donc, on a des sujets de fracture par rapport au numérique et également par rapport à la chaîne de fabrication que j'évoquais aussi, eh bien, à différents stades de cette chaîne de fabrication, on retrouve des personnes qui sont dans des conditions de travail qui sont loin d'être équivalentes aux réglementations que l'on a en France. Et donc, dans les mines, dans les usines, eh bien, il y a des personnes qui sont dans des situations très difficiles, voire inhumaines. Et par rapport à ça, du coup, il y a un sujet également d'éthique autour du numérique, hein, entre à la fois le partage de la valeur, le pillage de données, et puis cette notion de droit d'auteur, etc. Il y a beaucoup de sujets qui sont aussi à prendre en compte autour des impacts du numérique. Donc, il faut du coup avoir cette notion de vision globale de la valeur ajoutée et des contreparties négatives qu'engendre le numérique comme d'autres activités humaines. Et par rapport à ces impacts-là, il y a différentes études qui ont été réalisées, dont une en France qui a été réalisée avec l'ADEME et l'ARCEP, donc l'Agence de la transition environnementale et l'autorité de régulation de la communication et de la presse. Et donc, lors des dernières études qui ont été réalisées et mises à jour en 2025, eh bien, on montrait bien que l'impact du numérique, pour les trois composantes qui constituent un service numérique, on les simplifie souvent avec les environnements utilisateurs, avec tout ce qui est poste de travail, écran, etc., d'accessoires.
la partie réseau, filaire, sans fil, sous-marin et maintenant également satellitaire. Et puis, le troisième pierre, toute la partie cloud data center. Et donc, dans cette analyse-là, eh ben, on se rend compte que les poids importants sont à la fois du côté des terminaux de par leur nombre, autour de milliards, dans cette partie-là au niveau monde, et puis au niveau des data centers, de par leur utilisation intensive et le fait qu'ils soient disponibles 24/7. Et donc cet élément-là est à prendre en compte dans la compréhension des ordres de grandeur. Et ce qu'il faut voir, c'est que entre les années 2020 et 2050, il y a une projection d'une multiplication par 3 des impacts du numérique de par son usage de plus en plus important. Et ceci, c'était sans prendre en compte l'accélération des usages amenés par le numérique, par l'IA. Et donc, voilà, sans action particulière, nous sommes vraiment dans une ébriété de l'usage du numérique. Et son intensification fait que ces impacts également, du coup, suivent la même tendance. Voilà, donc ça c'est pour donner quelques chiffres. Et du coup, en termes de définition, globalement, le numérique responsable, on peut évoquer que ça concerne l'application du développement durable, hein, qui a été défini par l'Organisation des Nations Unies. Donc le développement durable, lui, repose sur 3 piliers. Le pilier People, Planet et Prosperity, donc qui sont les piliers que j'évoquais en introduction sur les impacts positifs et négatifs. Donc, la partie prospérité, c'est la partie plutôt économique. Et donc, le développement durable que l'on applique dans une organisation, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des organisations ou des entreprises. Et appliqué au numérique, on retrouve directement le sujet du numérique responsable. Donc, le lien, il est ainsi. Et dans cette dimension de comprendre la valeur ajoutée et comprendre aussi les impacts du numérique, eh bien, on a des termes qui ressortent, hein. Donc, il y a quelques années, on évoquait le Green for IT, qui était vraiment travaillé sur la réduction des impacts du numérique. On avait une vision sur une partie de ceci. Et puis, l'IT for Green, c'est toutes les applications du numérique pour améliorer le bien-être, réduire l'impact sur l'environnement. Donc, c'est ces deux pans du numérique, la partie contrepartie à la valeur ajoutée. Et sur les autres piliers, c'est la même chose, hein. Sur le pilier humain, on a le fait l'human for IT, c'est faire en sorte que les conditions de vie de travail de toutes les personnes qui sont dans la chaîne de valeur ajoutée numérique, eh bien, s'améliore. Et le côté IT for Human, c'est le fait d'utiliser le numérique au quotidien pour améliorer notre bien-être et notre santé. On voit un petit peu en quoi ce qu'il y a derrière le terme numérique responsable aujourd'hui au niveau du périmètre et des définitions. Je te laisse la parole, du coup, Amélie, pour la suite. Pour répondre à la deuxième question du titre, merci David. Donc la deuxième question, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle, si tant est qu'il soit encore nécessaire de poser cette question en 2026. De mon point de vue, en tant que chercheuse, ancienne chercheuse en IA, oui, je pense que c'est vraiment important de reposer la question parce qu'aujourd'hui, quand on dit intelligence artificielle, tout le monde pense, enfin en tout cas une grande majorité de la population, pense systématiquement IA générative au travers des outils qui envahissent notre quotidien comme Copilot, ChatGPT, Claude, Perplexity, le chat de chez Mistral et tant d'autres. Mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est bien plus que ça. Et s'intéresser à l'histoire de l'intelligence artificielle, ça apporte une perspective assez différente sur l'impact au sens large, énergétique, environnemental, sociétal, tous les termes que David vient d'expliquer, donc sur l'impact de l'intelligence artificielle. Donc on va prendre quelques minutes pour faire ce petit retour en arrière et rappeler ce que c'est que l'IA, en utilisant ce graphique qui a été initialement produit par NVIDIA, qui est un petit acteur assez connu du monde de l'intelligence artificielle, dont on parle pas mal en ce moment. J'aime beaucoup ce graphique parce que ce qu'il explique, c'est que l'IA, c'est une discipline scientifique à laquelle on a commencé à s'intéresser sérieusement dans les années 50, même si en fait l'envie des humains de faire de l'intelligence artificielle, ou en tout cas
de faire des machines capables de penser, elle remonte littéralement à la nuit des temps, puisqu'on en trouve même des traces dans beaucoup de formes différentes de mythologie. Mais qu'importe. Considérons qu'on s'est posé la question scientifiquement dans les années 50, d'abord au travers des travaux d'Alan Turing, et puis ensuite, de manière un peu plus formalisée, au travers des travaux d'un groupement de recherche qui s'est réuni pour la première fois en 1956 à la Dartmouth College Conference autour d'un projet scientifique que ces chercheurs, emmenés par John McCarthy et Marvin Minsky, ont décidé d'appeler AI, Artificial Intelligence, le terme qui est resté aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai dit, l'intérêt de cette projection historique, c'est de comprendre ce qui a changé dans à peine ce siècle d'évolution technologique. Et la première chose que je voudrais que vous compreniez, c'est que en 1950, entre 50 et 56, quand les chercheurs s'intéressent à l'intelligence artificielle, eh ben, les ordinateurs, ils n'en ont pas. Ils se posent la question, est-ce qu'on peut faire des machines capables de penser? Et les rares machines qui existent à ce moment-là, elles ne tiennent certainement pas dans votre bureau, probablement pas dans votre entreprise. Et on parle par exemple de machines comme Spark, qui faisaient des dizaines de mètres carrés d'empreintes au sol. Elles ne sont pas connectées à Internet, elles fonctionnent en circuit fermé, elles sont extrêmement difficiles à programmer et elles ont une puissance de calcul qui est très faible. Par exemple, largement inférieure à la puissance de calcul qui a envoyé les premiers humains sur la Lune, pour prendre un sujet d'actualité. Donc on parle déjà d'intelligence artificielle, et à l'époque, on ne se pose pas du tout, évidemment, la question de l'impact environnemental de l'IA, parce que, bon, on ne se pose pas la question de l'impact environnemental tout court, mais surtout parce que l'IA étant délimitée à la machine qui va l'exécuter, et cette machine ayant une existence physique très tangible, on ne peut pas imaginer que la consommation énergétique de cette machine dépasse certaines limites. Entre les années 50 et les années 80, le paysage du monde informatique, c'est un paysage que vous pouvez aisément imaginer. On a encore très très peu d'ordinateurs personnels. Les entreprises se dotent d'outils informatiques, mais ça reste relativement limité. On n'a bien évidemment pas de téléphone portable au sens smartphone comme on l'entend aujourd'hui. Et on fait, d'un point de vue de l'intelligence artificielle, essentiellement ce que l'on appelle de l'intelligence artificielle symbolique, c'est-à-dire que l'on programme des machines à résoudre des problèmes. C'est une approche qui est très logique, qui est basée sur le raisonnement, sur la représentation des connaissances, et pour laquelle on est tout à fait capable de mesurer le temps de calcul qui va être nécessaire pour résoudre un problème. Donc on est dans des approches de l'IA qui sont efficiente, parce qu'évidemment, on cherche à résoudre les problèmes le plus rapidement possible, mais c'est aussi des approches qui sont parfaitement maîtrisées. On arrive dans les années 80. Dans les années 80, les ordinateurs se démocratisent. On dit que les années 80, c'est l'arrivée des premiers PC personnels en France, par exemple. On commence à les connecter à différents types de réseaux. Peut-être que certains d'entre vous, dans les questions, auront envie de nous rappeler, comme à l'accoutumée, l'histoire du Minitel. Internet commence à arriver. On n'a toujours pas le web. Il faudra attendre les années 90 pour avoir le web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais donc, on a de plus en plus de machines, on a de plus en plus de programmes informatiques qui tournent sur ces machines, et on a donc la capacité de produire de la donnée en quantité. Le corollaire de ça, du point de vue de l'intelligence artificielle, c'est que quand on a de la donnée, on peut envisager de faire de l'IA autrement et de cesser de programmer de manière très rationnelle des machines, mais plutôt de les entraîner. C'est-à-dire de leur présenter un volume significatif de données et de faire en sorte que la machine, au travers d'un modèle mathématique, apprenne des schémas à partir de ces données. On commence à consommer un petit peu plus de puissance de calcul pour ça, mais ça reste très raisonnable et toujours très tangible, puisque la majorité des algorithmes, des programmes d'IA qui font ce qu'on appelle du machine learning, donc de l'apprentissage machine, fonctionnent toujours en local. Donc on a toujours la maîtrise de ce qui se passe, on comprend ce que l'on consomme. Et puis, ça apparaît pas de manière explicite sur le schéma, mais ça apparaît de manière très explicite dans notre histoire. Internet se développe notamment grâce au développement du web.
Dans cette dynamique arrive le premier iPhone, suivi de très près par tous ses concurrents smartphones, ce qui change radicalement la nature et la quantité des données qu'on est capable de produire, puisque du jour au lendemain, n'importe qui est capable de sortir un appareil photo de sa poche, de photographier son chat sur le canapé, sur la fenêtre ou au milieu de la pelouse dans le jardin, et de le publier sur les différents réseaux sociaux. Ce faisant, non seulement on produit une quantité énorme, massive de données, mais en plus, on diffuse ces données dans des infrastructures réseau que David a déjà évoquées dans la première partie, les fameux data centers, et on en perd la mesure. On ne comprend plus la quantité de données, à l'échelle individuelle, j'entends, on ne comprend plus aussi simplement la quantité de données que l'on est capable de produire, de partager et de démultiplier. Du point de vue de l'IA, c'est une opportunité, cette nouvelle manne de données, puisque avec le développement des réseaux de neurones et donc de la technique derrière qu'on appelle le deep learning, on peut apprendre encore plus et encore mieux à partir de ces volumes de données significatifs. Je ne vous fais pas un dessin, mais le deep learning nous a apporté énormément dans l'histoire des développements de l'intelligence artificielle. Les premiers succès tangibles pour le grand public, ça a été bien entendu la reconnaissance de différentes images, comme la reconnaissance faciale, par exemple, pour déverrouiller votre téléphone ou celle de votre empreinte digitale. Ça nous a apporté aussi beaucoup de progrès dans les véhicules, la conduite assistée, l'assistance au parking, ce genre de choses. Et puis, beaucoup d'autres choses. C'est aussi les réseaux de neurones et leur développement qui ont conduit peu à peu à l'essor de l'IA générative telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ce que vous voyez bien, j'espère en tout cas, dans cette évolution, c'est que on est passé d'une forme d'intelligence artificielle peu consommatrice en données et en calcul et très localisée sur une machine, à des outils d'intelligence artificielle basés sur la disponibilité d'une quantité énorme de données, notamment rendues possibles grâce au développement d'Internet, du web et des réseaux sociaux, et des terminaux, David l'a bien signalé tout à l'heure, et que pour traiter ces données, on a besoin de faire des calculs significatifs. C'est ça qui change aujourd'hui avec l'essor de l'IA. Alors, David l'a mentionné, comme je l'ai dit, mais il y a 3 impacts principaux à l'IA moderne. Enfin, il y en a beaucoup, mais si on parle en termes de consommation de ressources, ces 3 impacts, c'est la consommation en électricité, la consommation en eau et la consommation, alors c'est écrit métal sur cette infographie, mais on va dire matière première au sens large, et je vais juste prendre 2 minutes pour vous en parler. Pourquoi est-ce qu'il faut plus d'électricité pour faire de l'IA aujourd'hui? Il y a 2 raisons. La première, on l'a déjà évoquée à plusieurs reprises, c'est l'augmentation des usages. C'est mathématique, plus il y a d'utilisateurs d'outils d'intelligence artificielle, plus il faut faire tourner de moteurs d'IA et donc plus on consomme d'électricité. Mais en plus de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA générative, celle qu'on utilise énormément aujourd'hui, demande une quantité de calcul anormalement grande par rapport à la tâche qu'elle effectue. Et on a même le tort en tant qu'utilisateur d'utiliser parfois des outils d'IA générative, là où des outils traditionnels donneraient au moins les mêmes performances, si ce n'est des meilleures performances. Donc ces 2 raisons, l'effet d'emballement de l'usage des outils d'IA générative et la nature même du calcul nécessaire pour faire tourner ces outils d'IA générative engendre une consommation d'électricité significative, majoritairement dans les data centers qui hébergent les outils de calcul. Le deuxième sujet, c'est la consommation d'eau. Alors la consommation d'eau, ce qui est évident, c'est de comprendre que lorsque les data centers font du calcul, ils produisent de la chaleur. Ça, c'est logique, hein. Faites faire un truc un peu compliqué à votre laptop, vous allez voir qu'il chauffe. Dans un data center, c'est le même phénomène avec un facteur amplificatif significatif. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'une partie de l'eau qui est consommée anormalement pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, c'est l'eau qui est utilisée pour extraire les métaux rares qui sont nécessaires à la fabrication des composants. Et là, on arrive dans la 3e catégorie.
La troisième catégorie, c'est la catégorie qui rassemble en fait l'extraction de tous les métaux, on appelle parfois ces métaux les terres rares, qui sont nécessaires à la fabrication des GPU, donc les processeurs qui font le calcul pour l'IA, mais aussi de la mémoire, qui est absolument nécessaire en amont de ces GPU, également de nos terminaux, on en a parlé dans la partie précédente, et extraire ces métaux de notre environnement, ça a de nombreux impacts, ça consomme de l'eau, je viens de vous le dire, ça perturbe les écosystèmes ambiants, ça perturbe donc la biodiversité, c'est un impact qui est plus que significatif. Alors évidemment, on essaye de mesurer un petit peu à l'échelle locale, nationale, internationale, les coûts réels de l'intelligence artificielle en termes d'impact sur ces trois catégories principales, hein, émissions de gaz à effet de serre, ce qui est un bon indicateur de l'énergie consommée, consommation d'eau et consommation de ressources minérales. Le graphique que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie qui a été faite par Mistral, donc le champion français de l'IA, en août de l'année dernière, où Mistral a essayé sur un de leurs modèles de calculer exactement quelle était la part de chacune des étapes depuis la conception jusqu'à l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle sur les trois grandes catégories qu'on vient d'évoquer. Alors, on en parlera si vous le souhaitez plus tard dans les questions, mais en fait, il est extrêmement compliqué de mesurer l'impact de l'IA au sens large parce que ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des data centers qui font tourner les modèles. Ça dépend de la température qu'il fait dehors au moment où on le fait. Ça dépend de la taille de votre requête. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. L'analyse se doit d'être multicritère et des critères, il y en a vraiment beaucoup. Je te repasse la parole, David. Oui, merci Amélie pour cette introduction à l'IA. Et donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut, à quoi faut-il faire attention au niveau de l'IA? Donc, je vais poursuivre le raisonnement autour des infrastructures. Donc, effectivement, par rapport à ces besoins de traitement massif de données et par rapport à ces besoins de calcul, du coup, qui sont très gourmands en puissance de GPU et également du coup en consommation d'énergie, on se retrouve à avoir besoin de data centers spécifiques. On n'est pas à dire on va rajouter des équipements spécifiques data centers IA dans des data centers actuels. Naissent de nouveaux projets complets de data centers pour répondre à ces enjeux de performance, de refroidissement. Et donc, on se retrouve à accroître les impacts environnementaux du numérique par ces nouveaux data centers. Et donc, on se retrouve donc à avoir de l'artificialisation des sols pour ces data centers. On se retrouve à avoir de la nouvelle consommation d'électricité, d'eau. Et du coup, on commence à percevoir dans certains pays des conflits d'usage entre le numérique et nos autres activités, donc choisir entre fournir de l'eau au numérique ou à l'alimentation, à l'agriculture. Et au niveau de l'énergie, il y a même des différents acteurs du numérique qui ont préempté certaines sources d'énergie, ont même racheté des centrales nucléaires pour pouvoir garantir la fourniture en électricité de leurs environnements data centers. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui d'impact qui croît. Donc on va dire que globalement, le numérique est en train d'être encore plus amplifié en termes d'impact de fait de l'IA. Et donc, ces différents enjeux aussi sont également sur les autres pans sociaux et éthiques, hein. Le sujet de l'IA va aussi demander d'avoir des personnes qui vont annoter des images, qui vont faire de la modération. Et donc, tous ces data workers-là, ce sont des personnes, des travailleurs du clic, qui vont devoir mener différentes actions toute la journée pour pouvoir alimenter les intelligences artificielles et les aider à apprendre.
Et donc, dans ces autres sujets d'enjeux sociaux, il y a aussi toute la notion de biais. Aujourd'hui, les personnes qui développent l'IA ont une certaine culture, ont une certaine vision du monde, ont une certaine situation qui font que les algorithmes qui sont développés aujourd'hui, eh bien, de manière involontaire, voire volontaire, eh bien, sont biaisés par rapport aux personnes qui développent l'IA. Et donc, il y a aussi des sujets autour, par rapport à toutes les données qui est nécessaire pour pouvoir alimenter l'IA. Il y a aussi eu de la captation de données qui a été faite de manière très très importante à l'insu de beaucoup de personnes, comme on a eu récemment l'information sur le jeu Pokémon Go qui a permis de capter un nombre incalculable de données, de photographies pour et réaliser un petit peu la 3D de la Terre. Et donc, on se retrouve à avoir toutes ces données-là qui sont aujourd'hui en termes de valeurs qui ne sont pas forcément, on va dire, le partage de la valeur n'est pas forcément éthique entre les personnes qui ont produit la donnée, celles qui l'exploitent. Et donc, sur ce sujet du coup, de ce qu'il faut faire attention, on a plusieurs éléments comme ça, à la fois sur la connaissance des impacts de l'IA. Donc, il y a un besoin de transparence. Aujourd'hui, on ne se souciait pas trop de la partie transparence des data centers. Maintenant, c'est un sujet qui revient encore plus sur le devant de la scène. Et puis le sujet également de transparence sur les algorithmes, de transparence sur ce que vont être faits des données qui sont échangées avec l'IA. Voilà, donc il y a des vrais sujets autour de ça. Et encore plus dans un contexte aujourd'hui, la partie géopolitique, hein, la notion de souveraineté vient aussi également se poser dans cette notion d'IA aujourd'hui, hein. On est vraiment dans une volonté de prendre des positions vis-à-vis de l'IA. Et donc, il y a un sujet géopolitique par rapport à ça. Et donc, pour s'orienter vers une IA éthique responsable, il y a différents groupes qui fournissent des études et des recommandations pour tendre vers une IA soutenable, durable, donc, dont le The Shift Project, qui est un think tank qui travaille sur la décarbonation de plusieurs activités humaines, dont le numérique, et qui fait des recommandations pour faire en sorte de mieux connaître les impacts de l'IA et limiter ceci, donc autour de la mesure, la transparence, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour pouvoir s'assurer que tout le monde est conscient de la valeur ajoutée et de l'impact, et de pouvoir donner des métriques de gouvernance. Bien sûr, être aussi dans l'optimisation, donc tous les différents IA qu'évoquait tout à l'heure Amélie ont des paramètres pour pouvoir faire en sorte que on limite leur impact. Et puis, effectivement, certaines solutions s'améliorent de plus en plus grâce à des évolutions, mais il y a toujours un impact significatif quand même. Et l'autre élément aussi, c'est de faire en sorte aussi de suivre aussi et plafonner certaines consommations entre d'électricité et d'eau pour faire en sorte que les conflits d'usage soient les moins importants. Voilà, faire en sorte à cette notion d'implémentation territoriale des data centers et pour faire en sorte qu'ils soient bien intégrés dans son écosystème. Et puis également, par rapport à ça, il faut également former les personnes pour pouvoir faire en sorte que l'usage soit fait de manière pertinente et aussi pour des sujets utiles. Et comme l'évoquait Amélie, il peut y avoir des alternatives IA qui ne sont aujourd'hui existantes, fonctionnelles, et voilà, tout n'a pas besoin d'être traité avec de l'IA. Et donc pour ça, il existe donc d'autres acteurs qui ont fait des référentiels qui vont aider les différentes organisations à mettre en place toute la démarche de bonne pratique, de la réflexion d'un projet d'IA jusqu'à son utilisation. Donc justement, c'est le diapo d'après sur la partie référentielle. Donc il y a l'AFNOR qui a élaboré un référentiel d'IA frugal qui permet
réappuyer sur les points importants, donc questionner le besoin par rapport à ça, donc identifier si le besoin peut être traité avec de l'IA ou sans IA, et évaluer si l'impact, donc essayer d'avoir des éléments d'ordre de grandeur pour estimer et prendre des décisions en fonction des impacts. Et puis se doter d'indicateurs et d'une gouvernance adaptée par rapport à ce besoin de gestion de l'IA. Donc ça, c'est le référentiel proposé par l'AFNOR. Et puis de son côté, donc l'INR, l'Institut du numérique responsable, qui travaille à la fourniture de différents livrables pour aider à faire avancer le sujet du numérique responsable. Donc, va sortir aussi prochainement un MOOC sur le sujet pour la partie formation. Mais d'ores et déjà, elle a fourni un référentiel qui permet d'avoir une quarantaine de critères à suivre pour pouvoir travailler sur différentes thématiques qui sont au nombre de 5. Donc, il y a des thématiques sur la partie stratégie, sur la partie cadre de projet, sur l'expérience utilisateur, sur l'interface utilisateur et puis le socle technologique. Donc, ça balaye les différentes briques nécessaires pour pouvoir constituer et utiliser l'IA de manière plus responsable. Voilà pour les éléments à prendre en compte. Et puis, je laisse maintenant Amélie reprendre la parole. Merci David. Donc, comme David vient de le mentionner, l'IA est là, donc il est naturel d'avoir envie de s'en servir et donc de se poser les questions de comment la déployer. Donc, si on reprend globalement les principes qui sont évoqués dans les différents référentiels qui ont été proposés, mais plus généralement, aujourd'hui, quand on veut faire quand on veut avoir en entreprise une approche responsable de l'IA, il faut se poser principalement 6 questions qui résument tout ce qu'on vient de se dire. La question de la transparence, la question du contrôle humain, de l'inclusivité, de la souveraineté, de la sobriété et de la gouvernance. Alors on va en quelques mots seulement, parce que je voudrais qu'on garde du temps pour les questions, mais repasser sur chacun de ces concepts. La transparence, c'est à quel point le modèle, l'outil d'intelligence artificielle que vous utilisez est transparent à la fois sur la façon dont il prend des décisions ou à minima dont il construit ses réponses, mais aussi dans la façon dont il a été programmé, il a été entraîné, dans les données qui ont été utilisées pour fabriquer ce modèle. Donc c'est à la fois une transparence locale sur la requête que vous posez et globale sur la façon dont le système a été construit. La question du contrôle humain, c'est évidemment de s'assurer, et ça nous est imposé, on ne l'a pas mentionné, mais c'est important de le dire, ça nous est imposé en Europe par le règlement sur l'intelligence artificielle, le RIA. Il est important de faire en sorte que tous les outils d'intelligence artificielle que l'on utilise permettent d'avoir un contrôle humain à tout moment sur le processus de prise de décision. Dans des applications en banque, en santé, en médecine, même en RH, ça peut être un vrai sujet. L'inclusivité, ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi il faut le rappeler, mais on sait tous que les IA non seulement sont porteuses de nos biais sociétaux, mais sont aussi des moyens malheureusement très efficaces pour les amplifier, ces biais. Donc il nous appartient de vérifier que les IA qu'on décide d'utiliser sont le plus inclusives possible et mettre en place des mécanismes tout simplement pour détecter et lutter contre les biais et surtout pas pour les amplifier. La souveraineté, c'est une question ouverte, c'est-à-dire qu'on peut être amené à utiliser des outils d'IA qui ne sont pas souverains, pourquoi pas. Il faut en connaître les limites et les conséquences et prendre sa décision en connaissance de cause. C'est-à-dire que si vous décidez d'utiliser un outil non souverain parce que vous trouvez que ses performances sont meilleures, est-ce que vous assumez parfaitement cette décision et est-ce que vous êtes sûr que vous ne faites pas prendre de risques à votre entreprise en faisant cela? La sobriété, c'est le sujet probablement le plus difficile à chiffrer aujourd'hui, puisqu'on a très très peu d'indicateurs sur la véritable consommation énergétique, non seulement de l'entraînement, mais aussi de l'utilisation locale des modèles.
Mais la sobriété, elle porte sur l'impact environnemental au sens large. On en a listé les différents critères. On pourrait aussi propager cette notion de sobriété à la sobriété liée au travail humain qui a été nécessaire et qui est parfois nécessaire en continu pour maintenir les modèles dans un état de fonctionnement. Et enfin, la gouvernance des modèles en question, qui est importante aussi parce qu'elle pose la question des données qui sont utilisées au sein des modèles, de la façon dont ils sont utilisés. Et il y a un lien très fort, bien évidemment, avec la brique contrôle humain. Voilà, donc sur la gouvernance, il faut vous poser la question de qui gère, manage, encadre l'usage des outils d'intelligence artificielle. Donc cette petite fleur, c'est un guide des questions principales à se poser lorsqu'on doit choisir ces outils d'intelligence artificielle, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Alors, pour vous donner quelques éléments, de cas d'usage, de mise en place de l'intelligence artificielle dans les entreprises basées sur nos expériences respectives. Donc il y a plein de situations hein, dans lesquelles, malgré les défauts de l'IA, malgré son impact environnemental, malgré les éventuels problèmes qu'elle lève, on a envie de la déployer pour plein de raisons, parce que ça améliore la qualité de vie au travail, parce que ça améliore les performances, ça améliore le retour sur investissement, etc., etc. Néanmoins, on peut décider lorsqu'on déploie, quand on développe et qu'on déploie des cas d'usage de l'IA, de se poser les bonnes questions. Alors, pour vous donner un exemple, dans une situation pilotée par les RH d'une entreprise, on a mis en place des outils d'intelligence artificielle dont l'objectif était d'homogénéiser l'écriture des offres d'emploi pour s'assurer que ces offres soient plus inclusives. Donc, par exemple, en passant systématiquement sur les offres pour changer la forme d'écriture vers une écriture inclusive, pour mettre en place des questions plus objectives, par exemple, dans les entretiens, pour guider les RH tout simplement vers des bonnes pratiques qu'on souhaitait mettre en place. Une autre utilisation positive de l'IA, c'est de permettre par exemple l'anonymisation systématique des données en amont des entretiens pour essayer de lever certains biais et puis de mettre en place des approches plus orientées compétences avec la comparaison de CV aux compétences recherchées dans l'offre. L'IA, ça peut servir dans beaucoup de cas aussi à favoriser l'inclusivité. Alors, on peut penser à beaucoup d'exemples, j'en ai juste choisi quelques-uns. Par exemple, pour des personnes qui auraient des problèmes d'audition, typiquement, ou qui ne parleraient pas dans la langue principale utilisée dans une réunion, parce qu'ils sont étrangers, parce que ce sont des stagiaires qui viennent d'un autre pays, peu importe la raison. Mettre en place le sous-titrage automatique de réunion, ça peut être une façon de les aider à mieux travailler, à être plus efficaces, ou voir la traduction automatique de réunion dans certains cas. Et puis, pour les personnes, par exemple, souffrant de problèmes de neuroatypie, quelque chose tout simple, mais qui est de supprimer les bruits ambiants et d'ajuster les éclairages, leur permet de travailler dans de bien meilleures conditions. Donc ça, c'est des utilisations bénéfiques sur la dimension people que David a montré tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, je voulais insister sur le fait que lorsqu'on veut déployer une IA responsable, en fait, il faut commencer par se préoccuper des humains et que la première chose à faire, c'est d'accompagner le changement. Il y a plein d'actions possibles. Les deux principales, à mon sens, c'est de mettre en place une charte de l'IA dans laquelle on va mettre l'accent sur l'utilisation responsable de l'IA. Et puis, bien évidemment, c'était écrit en gros sur le slide de David tout à l'heure, d'investir sur l'acculturation et la formation. Parce qu'en fait, pour prendre des bonnes décisions quant à l'intelligence artificielle, il faut commencer par comprendre de quoi on parle. Et ça, c'est absolument essentiel. Je vous propose qu'on s'arrête là, David. Tu me dis si ça te convient et qu'on prenne quelques questions-réponses sur le temps qui nous reste. Oui, très bien. S'il n'y a pas de questions-réponses, on peut vous parler encore des heures, hein, mais je suis sûre qu'il y en a. Alors pour les questions, vous pouvez soit activer votre micro et prendre la parole, soit les écrire dans le chat si vous êtes timide. Alors, comment évaluer la fiabilité des informations fournies par les IA en matière de protection des données?
Alors, Émilie, tu veux activer ton... Oui, 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 oui. En fait, c'est vrai que, enfin, comme tu l'as très bien dit, c'est assez opaque en fait dans tout ça. Et on a plusieurs informations. Alors, on sait très bien qu'il y a certaines IA qui les utilisent en termes d'entraînement, etc. On en a certaines, hein, je pensais notamment à Copilot, sur lesquelles, quand on avait l'abonnement nécessaire, avait tendance à dire bon, mais qu'il n'y avait pas forcément d'entraînement, qu'il y avait une politique de protection des données, etc. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à un flou artistique. Et du coup, voilà, j'aimerais savoir véritablement qu'est-ce qu'il faut croire, ne pas croire, etc. Et surtout quel risque il ne faudrait pas prendre dans tout ça, en fait. Ok. Alors, peut-être que pour répondre à cette question, il faut commencer par expliquer d'où proviennent les données et les informations utilisées par les modèles d'intelligence artificielle générative. Je me permets, David, mais si tu veux intervenir, tu n'hésites pas. De manière très caricaturale, lorsqu'on entraîne un modèle d'IA générative, prenons Claude de Anthropic par exemple, ou le chat de Mistral, on va entraîner ce modèle sur la base de ce qu'on appelle un corpus documentaire. Un corpus documentaire, c'est un ensemble de données qu'on a collectées. Donc on a pris par exemple tout Wikipédia, on a pris tout Twitter, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Plein de sites web intéressants, les livres numérisés de la Bibliothèque nationale de France. On a constitué ce corpus et on va entraîner l'IA sur la base de ce corpus. Donc on appelle ça le modèle de langage. Ensuite, quand vous allez l'utiliser, quand vous allez prompter ce modèle, ce que le modèle va faire, c'est que par défaut, il va essayer de répondre sur la base de ce qu'il connaît. Un peu comme un étudiant, un élève de troisième à qui vous demandez, vous posez une question d'histoire géo. Par défaut, il va essayer de répondre d'après ce qu'il a appris en cours. Mais si la question que vous lui posez dépasse ce qu'il a appris, eh bien, dans ce cas-là, le modèle va aller chercher de l'information. Pour ça, il va faire une requête, une recherche sur Internet, comme nous, on a l'habitude de faire depuis des années des recherches sur des moteurs comme Google ou autres. Et puis, il va utiliser cette nouvelle source de données pour vous répondre. Et là, vous voyez déjà le premier problème. Quand vous posez une question toute bête comme « Qui est le maire de Paris ?», eh bien, au moment où le modèle d'intelligence artificielle vous répond, vous ne savez pas s'il vous répond d'après ce qu'il croit savoir ou d'après ce qu'il vient d'aller vérifier sur Internet. Et il y a 3 semaines, juste après les élections, eh bien, poser ce genre de questions aux modèles d'IA différents, c'était un super indicateur pour comprendre comment il fonctionnait. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, les données qui sont utilisées par le modèle pour répondre à ta question, elles peuvent provenir soit de l'entraînement initial, et donc elles sont un peu figées dans le temps, soit de l'entraînement initial complété de recherches qui sont faites localement. Et donc, ça peut potentiellement poser problème. Par ailleurs, parfois, les IA hallucinent, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à inventer des réponses, comme n'importe quel étudiant qui passerait son oral de français et qui baragouinerait quelque chose en espérant que ça passe. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Alors, la deuxième partie de ta question, c'est qui croire? Eh bien, c'est là que le contrôle humain est hyper important. C'est-à-dire que si vous posez des questions pour lesquelles la qualité et la véracité de la réponse est importante pour vous, il faut vérifier les sources. Alors, il y a plusieurs façons de vérifier les sources. La première, c'est tout simplement de demander à l'IA, lorsqu'elle vous répond, de vous indiquer quelle source elle a utilisée pour vous répondre, ce qui vous donnera un plutôt bon indicateur du risque ou non d'hallucination dans la réponse. Mais après, il y a plein d'autres techniques, mais on ne va pas non plus rentrer dans les détails. Je vais répondre, enfin, on va répondre peut-être aux autres questions. Est-ce que ça Oui, te suffit, David? Oui, pardon. oui, je voulais juste compléter que par rapport aux données. Donc effectivement, comme dit Amélie, il y a les données qui sont utilisées pour entraîner. Et ensuite, pour certaines IA, il y a possibilité, lorsque vous faites il y a quand même un minimum de paramétrage on va dire la partie cliente. Donc vous pouvez dire que vous ne voulez avoir que des réponses que de la partie euh, base de données intégrée, on va dire, et puis et avoir un complément ou pas via Internet. Et puis aussi les échanges que vous faites avec l'IA, vous pouvez demander pour certaines IA de ne pas les utiliser pour l'entraînement. Donc ça, ce qui permet d'éviter de redonner encore des données personnelles, quoi.
On peut prendre la prochaine question. Comment Oui. évaluez-vous l'impact de l'IA sur les métiers? Quelles études font référence? Quelles tendances anticiper? C'est vrai que sur les impacts sur les métiers, j'ai vu quelques études sortir. Donc effectivement, tous les métiers qui sont déjà très numérisés, très processés et avec des tâches répétitives, semblent être les métiers qui seraient les plus impactés par l'IA. Voilà, par rapport à ça, je ne sais pas si tu as des compléments dessus, Amélie. Oui, alors en France, pour moi, le point d'entrée quand on se pose ce genre de questions, c'est Laboria. Je vais vous l'écrire dans le chat. Voilà. Donc Laboria, c'est on va dire un groupement de recherche éphémère qui est porté par INRIA et par le ministère du Travail, si ma mémoire est bonne, piloté par Ian Ferguson, qui est un sociologue passionné par les questions d'intelligence artificielle, qui est vraiment très très intéressant. Et Laboria, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils analysent en accompagnant des entreprises, depuis la TPE jusqu'au grand groupe. Je sais qu'ils suivent La Poste et France Travail notamment, pour mesurer l'impact réel de l'IA sur l'emploi dans toutes les dimensions qu'on peut imaginer, c'est-à-dire à la fois la dimension création, destruction d'emplois, mais aussi la dimension impact personnel, individuel, sur comment l'IA perturbe, ou pas d'ailleurs, hein, dans certains cas, certains métiers, certaines personnes, selon un ensemble de critères. Donc, ils ont sorti plusieurs rapports intermédiaires que vous trouverez sur leur site et qui donnent des informations intéressantes et factuelles, bien que cantonnées au périmètre français. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup d'études qui circulent. La dernière en date qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'article de Dario Amodei, le patron de Anthropic, donc qui est derrière le modèle Claude, qui fait beaucoup jaser sur Internet au sens large, parce que c'est un rapport qui explique l'impact significatif que l'IA va avoir dans les prochaines années selon les compétences nécessaires au métier que vous faites, et qui a le mérite d'être assez, comment dire, assez direct dans la façon d'exprimer les choses. Vous pouvez aller voir aussi les estimations des cabinets type McKinsey, Gartner, KPMG et tous leurs copains. Ce qui est intéressant avec ces estimations, c'est qu'elles permettent de comprendre que bien malin est celui qui a des vrais chiffres, puisque globalement, on a sur les projections à 5 ans, on a des facteurs multiplicatifs de l'ordre de x100 sur les emplois détruits, par exemple. Donc, selon votre niveau d'optimisme ou de pessimisme, je vous dirais quelle étude aller lire. Ce qui est intéressant, moi, dans les observations que je trouve philosophiquement intéressantes en ce moment à faire, c'est de voir toutes les annonces. Là, il y en a eu une récemment sur Oracle, toutes les annonces de ces très grandes entreprises, Amazon, Oracle et autres, qui licencient à tour de bras. Chez Oracle, on parle de 10 000 à 30 000 personnes, le chiffre n'est pas très clair. Sous prétexte qu'ils se réorganisent grâce à l'IA. Alors, il y a un terme qui décrit ce phénomène qui s'appelle le AI washing, et qui consiste à dire qu'en fait l'IA a bon dos, parce qu'elle ne peut pas trop se défendre sur le sujet, pour justifier des licenciements qui seront aussi la conséquence explicite d'une crise économique profonde et d'une longue traîne de bulles Internet. Voilà, donc aujourd'hui, c'est très difficile d'évaluer l'impact de l'IA sur les métiers. Dans les vérités, c'est que la vitesse à laquelle, enfin les vérités, les observations possibles, c'est que la vitesse à laquelle se produisent ces transformations, elle est bien trop grande par rapport à notre capacité en tant qu'humain d'adaptation. Et donc oui, il y a beaucoup de perturbations. Beaucoup de gens qui souffrent de formes de discrimination liées à l'IA, beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du shadow IA, c'est-à-dire qu'ils utilisent de l'IA de manière non officielle dans leurs entreprises pour rester dans la course, et que ça met en lumière l'absolue nécessité, encore une fois, d'acculturation, d'accompagnement et de gestion du changement.
Je veux prendre la question suivante, David. Pendant ce temps-là, je vais essayer de mettre la référence au rapport de Laboria. Ok, donc ne faut-il pas bannir les IAGN basés sur les LLM? Et bien Mhm. effectivement, selon votre organisation, bah, vous pouvez avoir aussi des alternatives de mettre des petits langages de modèles, des SLM, et mettre ça en place de manière souveraine en privé. Et donc du coup de ne pas utiliser une LM pour ça. Donc effectivement, ce sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus contrôlé. Donc ça, c'est un vrai sujet de cette notion de d'écouter les promesses de l'IA et de tout automatiser, quitte à perdre le contrôle. Donc il y a une vraie balance. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la balance sur la valeur ajoutée du numérique et sa contrepartie. Et ben la partie IA, ben, l'autre balance, c'est garder le contrôle sur ces données et comment elles sont traitées versus on automatise tout. Et donc, c'est un sujet qui permet aussi de prendre en compte que l'IA, par rapport à d'autres évolutions technologiques, celle-ci ne remplace, au-delà de pouvoir remplacer certaines actions humaines, eh bien, sont des possibilités d'évolution qui sont autonomes demain. Et donc, cette notion d'autonomie de l'IA, donc là, on a parlé d'IA générative, mais on n'a pas parlé d'IA agentique. Donc demain, on pourrait avoir pour des métiers qui sont justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, très processés, avoir un ensemble de tâches qui soient réalisées en interconnectant différentes applications, différents services, et de générer du traitement automatique. Avec, idéalement, il faudrait quand même remettre quand même garder de l'humain dans la chaîne, parce que si vous sous-traitez toute votre action à l'IA, bah vous avez vraiment une question demain de durabilité, enfin de maintenabilité de votre environnement. C'est comme sur le sujet des seniors et des juniors, hein. Si vous remplacez de nouveaux postes juniors par de l'IA qui est suivi par des seniors, demain, lorsque vos seniors partiront d'entreprise, soit parce qu'ils vont ailleurs, soit parce qu'ils sont en retraite, se posera vraiment la question de comment l'entreprise pourra perdurer et de là, comment déjà les jeunes qui rentrent dans les organisations vont pouvoir passer du statut de junior à senior. Donc il y a un sujet qui est beaucoup plus large, le côté humain avec l'IA, comme évoquait Amélie, il y a un vrai accompagnement au changement, mais il y a une vraie compréhension de l'impact que ça peut avoir. Et voilà, on ne met pas l'IA comme ça dans un environnement, il faut que ce soit propice et que ce soit encadré. Donc la charte qu'évoquait Amélie, elle est importante à mettre en place dans son organisation. Et je vais juste me permettre de compléter un tout petit peu, effectivement, sur ce que dit David, sur la dimension agentique. Avant même de parler de... Alors, attendez, il y a un micro ouvert. Je voulais te présenter les choses. Il y a un micro ouvert. Je ne sais pas qu'on ne veuille pas se mêler de votre réunion, mais juste avant même de parler d'agentique, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a d'un côté la course à l'IA qui est portée par les majors, hein, OpenAI, Anthropic et Google, entre autres, Mistral en France, etc. Mais on sait bien que les modèles économiques de ces modèles monolithiques énormes, extrêmement consommateurs d'énergie, ne sont pas viables. Et donc, on voit de plus en plus de développement qui consiste à aller vers des plus petits modèles, plus spécifiques, qui ont une approche bien plus frugale de la donnée et néanmoins performante. Et donc, on peut espérer que dans les mois, voire années à venir, on aura acquis une culture de l'IA suffisamment suffisamment importante, suffisamment sérieuse pour savoir choisir des modèles qui sont un peu moins consommateurs d'énergie. Et de toute façon, même si on n'atteint pas ce niveau de culture, il y a un moment ou un autre, on n'aura plus les moyens de se les payer, et donc il faudra bien trouver des plans B. Donc ça, c'est aussi dans les perspectives, il y a des perspectives quand même intéressantes d'amélioration au sens large de l'efficacité énergétique des modèles, à la fois sur le plan logiciel, mais aussi sur le plan matériel. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question, maître du temps? On va dire que oui, hein. On peut peut-être prendre une dernière question, en effet. Il y a la question de Hélène dans le chat. Vous avez parlé pour la partie souveraineté, d'outils validés en comparaison à des outils non souverains. Avez-vous des exemples?
En fait, la souveraineté, ça recouvre beaucoup de concepts qui vont de est-ce que vous utilisez un modèle américain grand public dans votre entreprise à est-ce que vous avez des enjeux de sécurité et de souveraineté tels que vous auto-hébergez vos propres serveurs sur lesquels vous mettez vos propres modèles et puis tout le panel de solutions intermédiaires qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, donc quand je parlais de ça tout à l'heure, je voulais juste mentionner que oui, aujourd'hui, il y a des gens qui me disent bah, moi, j'utilise Claude parce qu'il est meilleur que le chat de Mistral. Très bien, c'est vrai sur le plan des benchmarks officiels. Il est meilleur dans certaines situations et il est probablement plus pertinent. Est-ce que les 4-5% de tâches du quotidien que vous faites avec Claude, qui marchent mieux avec Claude qu'avec Mistral, méritent que vous donniez l'intégralité de vos données à des pays étrangers comme les États-Unis? C'est ça la question de souveraineté que vous devez vous poser. David? Oui, pour compléter sur la souveraineté, donc on évoque aussi la partie économique. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des grands acteurs du cloud, enfin du numérique qui sont américains. Il y a plus de 80% de nos dépenses IT qui sont aujourd'hui des dépenses qui vont alimenter les entreprises américaines. Donc il y a aussi un sujet derrière par rapport à ça, c'est quand même aussi de rééquilibrer un petit peu la répartition, parce qu'il y a des entreprises françaises et européennes qui ont des solutions, certes peut-être pour certaines pas suffisamment à la hauteur des autres par rapport à la comparaison, mais bien par rapport à notre besoin qui suffisent. Et donc cette notion de réinjecter des sous dans les investissements des entreprises françaises et européennes, c'est aussi primordial pour cette souveraineté. Donc déjà, la souveraineté, on ne pourra pas l'avoir de manière globale, hein. Vous l'avez bien vu par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. On n'a pas la souveraineté au niveau des matières premières, on n'a pas la souveraineté au niveau des composants, ni du matériel des produits finis. Et voilà, donc pour avoir cette souveraineté sur l'ensemble de la chaîne, eh ben, il faut du temps. On est dans un environnement mondialisé, donc il faut quand même faire en sorte de retrouver un équilibre pour pouvoir justement avoir ses capacités de durabilité, parce que si demain, comme disait Amélie, le modèle n'est pas viable aujourd'hui, lorsqu'ils vont commencer à mettre des tarifs beaucoup plus pertinents vis-à-vis de leurs coûts, si vous êtes très dépendant de certains services américains, vous risquez d'avoir des fortes surprises et qui vont aller jusqu'à déséquilibrer le retour sur investissement que vous aviez imaginé au départ par rapport à ça, quoi. Ce que je propose peut-être pour conclure, c'est peut-être un conseil ou un message pour déployer cette IA éthique et sécurisée, peut-être pour chacun de vous, pour terminer. David, tu veux commencer ou... Alors, le conseil, ce serait de se poser des questions à toutes les étapes, hein. Il faut vraiment cultiver cet esprit critique et ne pas confondre vitesse et précipitation. Que dire de plus, effectivement, moi, le conseil, c'est acculturation, acculturation, acculturation. Ça peut être de la sensibilisation, de la formation, peu importe les outils. Mais si vous voulez alimenter l'esprit critique dont David vient de parler, il faut commencer par bien comprendre quels sont les sujets, les enjeux, pour vous poser les bonnes questions. Très bien, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Amélie Cordier et David Remond, en tout cas, pour la qualité de cette intervention. On va vous envoyer, en fait, la présentation ainsi que les personnes qui n'ont pas pu assister. Vous aurez également le lien vers le replay. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous contacter, nous ou les experts qui sont intervenus sur ces sujets ce matin. Et puis, on vous encourage toujours aussi à évaluer l'impact environnemental de vos usages numériques avec le FlashDiag. Voilà. Très belle journée à tous et à toutes. Merci. Merci, au revoir.